merci à vous d'être là ce matin pour cette deuxième journée qui montre à quel point nous étudions avec passion un programme qui sera celui de notre candidate Marine. Faire respecter la France, c'est parler de défense, un sujet régalien par excellence. Quelle légitimité pour en parler? Simplement vous rappeler que depuis 25 ans, je suis un acteur du monde de la défense. Comme membre de cabinet du ministre de la Défense, comme député, membre de la Commission de la Défense nationale et rapporteur du budget d'équipement des forces, puis comme avocat, spécialiste des questions de défense, conseillant de grandes entreprises ou des PME sur des procédures qui sont un peu opaques, des marchés réglementés du matériel de guerre. Et enfin, aujourd'hui, comme le rappelait Julien, comme administrateur de PME, engagé dans la conception et la commercialisation de leurs produits, de leur savoir-faire dans les secteurs de l'aéronautique ou du maintien en condition opérationnelle de matériel militaire. Et de ces 4 perspectives du monde de la défense qui regroupent, ne l'oublions pas, plus de 260 000 civils et militaires, dont nombre d'entre eux exposent leur vie tous les jours, qui emploient à travers l'industrie de l'armement plus de 200 000 personnes. De ces 4 perspectives, j'ai pu constater qu'hélas, en 25 ans, en un quart de siècle, la situation de la France s'est terriblement dégradée. Aussi, l'un des enjeux majeurs de cette campagne présidentielle, c'est de faire à nouveau respecter la France. C'est ce à quoi Marine Le Pen s'attachera, et cela se traduit par des engagements et des actions concrètes. Avant toute chose, pour que le pays retrouve son autonomie, pour qu'il affirme tranquillement sa souveraineté, il ne peut être vassal d'aucun système ni soumis à aucune puissance. Balayons évidemment immédiatement toutes les velléités de construction d'une Europe de la défense. Elle n'a aucune signification. Son échec est patent et tous le reconnaissent. Imaginez-vous un seul instant les hommes et les femmes qui risquent leur vie à aller se battre avec le fanion européen à l'épaule. Non, celles et ceux qui sont en première ligne pour protéger nos concitoyens des menaces multiples auxquelles nous sommes confrontés, le font pour ce que nous osions appeler hier l'amour sacré de la patrie. Au-delà de cette évidence, il faut néanmoins sans cesse affirmer, il est indispensable que la France retrouve la position qui était la sienne à partir du 21 février 1966, date à laquelle le général de Gaulle annonça le retrait de notre pays du commandement militaire intégré de l'OTAN. Les raisons qui présidaient à ce choix abandonné sans consultation aucune par Nicolas Sarkozy en 2009, mais il est coutumier du fait de ne jamais consulter les Français, ces raisons sont plus que jamais d'actualité. L'appartenance au commandement militaire intégré ne permet pas à la France de disposer d'elle-même, puisqu'elle appartient à une organisation de défense supranationale au sein de laquelle elle est subordonnée. Ensuite, cette appartenance peut à tout moment engager la France, contre son gré, dans une guerre ou un conflit choisi par les États-Unis. Oui, les États-Unis, parce que la stratégie de l'OTAN, c'est celle de son premier contributeur, c'est-à-dire les USA. Et tant que notre pays appartiendra à ce commandement militaire intégré, nous courons le risque de nous retrouver impliqués dans un conflit dont nous ne voulons pas, pire, dans un conflit qui ne serait pas en phase avec les intérêts stratégiques de la France. Enfin, tout aussi important, notre statut de puissance nucléaire confère à notre pays une voix et des responsabilités politiques mondiales incompatibles avec l'état de subordination créé par cette appartenance contre nature. À ces 3 principes, rappelons-le, le gouvernement de François Fillon a renoncé. Oui, souvenons-nous que c'est lui, François Fillon, qui a engagé la confiance de son gouvernement en mars 2009 sur ce sujet. Comment ose-t-il encore évoquer la souveraineté de la France? Et sans paraphraser Audiard, Marion l'a très bien fait hier, les Français ont remarqué maintenant à quel point Fillon osait tout. Aussi parce qu'elle ne se contente pas de discours. Immédiatement après son élection, Marine Le Pen annoncera le retrait de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, première étape d'une souveraineté retrouvée sur le plan militaire.
Cette décision forte nécessite d'assurer à notre pays une capacité de défense autonome, c'est-à-dire de disposer d'une capacité de planification stratégique et des forces militaires en situation opérationnelle de mener ces actions autonomes. Pour mener à bien cette politique de défense, le gouvernement de Marine Le Pen devra, avant tout, doter le ministère de la Défense des moyens de financement adéquats pour disposer de forces crédibles. Dès la première année du mandat de notre candidate, le budget de la défense sera porté à 2% du produit intérieur brut. Pas presque 2%, pas dans le courant du quinquennat, 2% dès la première année. Et ce seuil minimum de 2% du PIB sera par ailleurs inscrit dans la Constitution afin que cet effort de défense nécessaire, indispensable, soit pérennisé et que la tentation de traiter cet effort comme variable d'ajustement budgétaire, tentation à laquelle tous les gouvernements depuis 1981 ont succombé, ne soit plus jamais possible à réaliser en catimini. Enfin, toujours en matière budgétaire, parce qu'il faut dès à présent reconstruire ce que les majorités précédentes ont laissé détricoter, le budget tendra, à travers des hausses régulières, vers 3% du PIB à l'issue du premier quinquennat. Face aux menaces multiples, dans un monde incertain où nos citoyens payent très cher la naïveté, la lâcheté ou la mauvaise foi de leurs dirigeants, cet effort financier est indispensable pour financer les outils de souveraineté dont la France a besoin. Aussi pour convaincre, en dehors de cette salle évidemment, celles et ceux qui douteraient de la pertinence de nos choix, je souhaite évoquer quelques symboles forts illustrant ce à quoi ces crédits seront consacrés. D'abord, pour être crédibles, les forces doivent être en nombre suffisant. Les effectifs seront donc augmentés d'environ 50 000 militaires supplémentaires pour reconstituer le niveau d'engagement de 2007. Nous reviendrons donc avec Marine sur la désastreuse politique menée par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Des militaires en nombre, cela signifie aussi une augmentation significative du matériel à disposition des forces armées. Les élus de terrain le savent, nos concitoyens aussi, nous l'avons bien vu. Nos gendarmes ont besoin de matériel adapté à la menace terroriste. Nous l'avons vu, les dotations en véhicules, gilets pare-balles, armements, ne sont arrivés qu'en réaction à d'atroces attentats. Avec Marine Le Pen, les gendarmes seront équipés. Sur le papier, l'armée de terre affiche 80 hélicoptères de combat, 400 chars, 77 camions d'artillerie César. Et on les voit défiler avec fierté le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Mais combien sont effectivement en service opérationnel? Après des années d'engagement en opération extérieure, quelle est l'usure réelle des matériels? Quelle est leur disponibilité? Et c'est un sujet identique pour l'armée de l'air. Sur le papier, environ 300 avions de combat sur notre souveraineté aérienne. Interrogez n'importe quel militaire, posez-lui la question, et vous saurez qu'épuisés, ces matériels en quantité insuffisante sont bien trop peu disponibles. Enfin, l'exemple de la marine est plus visible encore. Le contrat opérationnel qui lie nos forces armées prévoit une permanence à la mer. Mais comment ose-t-on encore évoquer cette permanence à la mer alors que notre pays ne dispose que d'un seul porte-avions, le Charles de Gaulle? Quand François Hollande a rendu visite aux militaires en mission sur le porte-avions, quelle médiatisation! Mais lorsque, comme c'est le cas depuis le début de cette année, le Charles de Gaulle est mobilisé pour 18 mois jusqu'à l'été 2018, qui en parle? À Toulon, dans mon département du Var, nous voyons bien qu'il est là pour longtemps, et personne n'en parle, et pour cause, parce que cet arrêt technique majeur, programmé depuis la mise en service du porte-avions il y a plus de 30 ans, expose notre pays, rend inefficace le groupe aéronaval, si souvent déployé, si efficace pour marquer la souveraineté de notre pays. Tout cela parce qu'en dépit de leurs engagements, de leurs promesses électorales, aucun des dirigeants qui se sont succédés à la tête de notre pays n'ont lancé la construction de l'indispensable second porte-avions
remettant toujours à plus tard cet effort budgétaire. En tant que chef des armées, Marine Le Pen lancera sans délai la construction d'un deuxième porte-avions nucléaire. Les débats ont eu lieu, le besoin est pressant, sa décision est prise. L'indisponibilité du porte-avions Charles de Gaulle met aussi à mal la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire, en privant pendant 1 an et demi le chef de l'État d'un outil indispensable de projection visible de cette capacité au-delà de l'Hexagone. Gardons à l'esprit que l'arme nucléaire permet d'assurer que la France ne dépend d'aucune puissance pour assurer ce qui serait du ressort de sa survie. Cet outil, dont l'objectif est avant tout d'empêcher la guerre, confère à notre pays un rôle politique, un statut de puissance mondiale à part. Il légitime, sans contestation possible aucune, notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur ce point, il ne peut exister la moindre ambiguïté. Marine pérennisera les 2 composantes aériennes et océaniques de notre dissuasion nucléaire. Garantir notre indépendance stratégique nécessite une offre industrielle forte. La politique que Marine Le Pen demandera à son gouvernement de mener permettra de reconstituer, dans tous les domaines, une offre industrielle française. C'est aujourd'hui qu'il faut, par exemple, penser et prévoir l'après-Rafale. Le modèle des armées 2040-2050 se construit dès à présent. Les talents français sont nombreux. En complément des groupes industriels, fleurons de notre économie, nos PME assurent créativité, recherche et innovation. Et l'accès de ces PME au marché de défense ne saurait rester plus longtemps un simple sujet de discours trop vite oublié, ou la mise en place d'un site internet dont l'usage, et je parle d'expérience, reste infiniment compliqué et rigide. Au-delà des enjeux budgétaires, faire respecter la France nécessite aussi de restaurer le lien entre la nation et son armée. Ce lien est mis à mal depuis la décision en 1996 de Jacques Chirac de suspendre le service national. Qu'il soit national ou militaire, le temps passé sous les drapeaux, au service de la défense de la nation, est l'un des mythes fondateurs de la République. Ce service doit être restauré. Évidemment, progressivement, en tenant compte des capacités effectives d'accueil et d'encadrement des appelés, mais il sera restauré. Restauré pour rétablir le sentiment d'appartenance des jeunes Français à une communauté de destin, à notre nation au sens où l'entendait Renan, une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. C'est par ces mesures concrètes, chiffrées, réalistes, mais courageuses, et sur lesquelles Marine ne transigera pas, qu'ensemble, le 8 mai prochain, nous ferons à nouveau respecter la France. Et je conclurai en vous disant que, plus encore que ces mesures, pour faire respecter la France, le chef de l'État doit être respecté. Après les personnalités désastreuses de Nicolas Sarkozy, trop attaché à ce qui brille, ou de François Hollande, ridicule avec son casque et ses croissants sur son scooter, les Français, ridicule, mais c'était le chef de l'État, les Français aspirent à ce que le pays soit incarné à l'image qu'ils se font de cette fonction essentielle. La résilience de Marine, son amour sincère de la France et des Français est perçu par nos concitoyens. Les Américains résument l'élection présidentielle par cette formule: il s'agit d'une question de caractère. Marine a le caractère pour incarner la fonction, la France et la faire respecter. Vive Marine, vive la France!